Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 9 mars 2025, épisode 217. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, une série d'alertes de sécurité émises par le CERT-FR qui met en lumière des vulnérabilités affectant plusieurs systèmes critiques, incluant IBM Cloud Pak System, Ubuntu, Debian, SUSE et Nagios 11. Un développeur coupable d'avoir saboté les systèmes de son ancien employeur, c'était vraiment pas une bonne idée. Commande non documentée découverte dans une puce Bluetooth utilisée par des milliards d'appareils. Cyberattaque persistante contre des organisations japonaises. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter hebdomadaire de Radio CSERT pour ne rien manquer. Le CERT-FR a publié 5 avis de sécurité avec des vulnérabilités identifiées dans divers produits. Je vous propose un résumé de chacun de ces avis. Le premier avis, c'est le CERT-FR 2025 AVI 186. Il signale plusieurs vulnérabilités dans les produits IBM, notamment Cloud Pak System, IBM Cognos Analytics Mobile et QRadar Pulse. Ces vulnérabilités peuvent permettre à un attaquant de provoquer un déni de service à distance, d'accéder à des données confidentielles ou de réaliser des attaques de type cross-site scripting des XSS. Le second avis, référencé sous le CERT-FR 2025 AVI 185, décrit des vulnérabilités qui ont été découvertes dans le noyau Linux des distributions Ubuntu. Ça concerne les versions 14.04 ESM, la 16.04 ESM, la 20.04, la 22.04 et la 24.04 LTS et la 24.10. Ces vulnérabilités peuvent conduire à une exécution de code arbitraire, un déni de service ou d'autres problèmes de sécurité non spécifiés par l'éditeur. Le troisième avis, le CERT-FR 2025 AVI 184, concerne des vulnérabilités dans le noyau Linux de Debian LTS, version Bullseye antérieure à la 5.10 234-1 et la 6.1 128-1 Deb 11U1. Les risques associés incluent une élévation de privilèges, une atteinte à la confidentialité et des données et un déni de service. Si vous utilisez du Debian, je vous recommande fortement la lecture de ce bulletin. Le quatrième avis, le CERT-FR 2025 AVI 183 a identifié plusieurs vulnérabilités dans le noyau Linux des produits SUSE, affectant notamment OpenSUSE, LEAP 15.3 et SUSE Linux Enterprise Server 15SP3. Ces failles peuvent permettre une élévation de privilèges, une atteinte à l'intégrité et à la confidentialité des données, ainsi que d'autres impacts non spécifiés. Et enfin, pour finir, le CERT-FR 2025 AVI 182 concerne une vulnérabilité qui a été découverte dans Nagios 11, les versions antérieures à la 2024 R1.4. Bien que les détails spécifiques n'aient pas été fournis par l'éditeur, il est recommandé de mettre à jour vers la dernière version pour atténuer les risques potentiels. Toutes les recommandations associées à ces vulnérabilités sont, bien entendu, la mise à jour. Assurez-vous que tous les systèmes et applications concernés soient mis à jour avec les correctifs fournis par les éditeurs respectifs. Mettez de la surveillance en place, renforcez votre surveillance de votre infrastructure pour détecter toute activité suspecte ou tentative d'exploitation de ces vulnérabilités. Et bien entendu, segmentez. Isolez les systèmes vulnérables du reste de votre réseau jusqu'à ce que les correctifs soient appliqués afin de limiter les risques potentiels. Bref, on ne discute pas, on patch. Un article de Blipping Computer nous apprend qu'en mars 2025, David Liu, un développeur logiciel de 55 ans, originaire de Houston, a été reconnu coupable de sabotage informatique envers son ancien employeur Eaton Corporation, une entreprise de gestion de l'énergie basée dans l'Ohio. Ils font des onduleurs généralement. Après une restructuration en 2018 qui a réduit ses responsabilités, Liu a introduit des programmes malveillants dans le système de l'entreprise. Il a notamment créé un code en Java provoquant une boucle infinie saturant les ressources du serveur et entraînant son plantage. De plus, il a mis en place un kill switch nommé Idle Enable in AD, conçu pour verrouiller tous les utilisateurs si son propre compte était désactivé dans l'annuaire Active Directory de l'entreprise. Lorsque Liu a été licencié le 9 septembre 2019, ce kill switch s'est activé, bloquant l'accès de milliers d'employés au système de l'entreprise et causant des pertes financières estimées à plusieurs centaines de milliers de dollars. Des enquêtes ont également révélé qu'il avait supprimé les volumes chiffrés et tenté d'effacer des répertoires Linux de son ordinateur professionnel avant de le restituer. Reconnu coupable de dommages intentionnels sur des systèmes protégés, Liu encourt une peine maximum de 10 ans de prison. La date de son procès et de sa peine n'ont pas encore été fixées. Comme quoi la vengeance n'est pas forcément la meilleure idée du siècle.
Dans la rubrique Nous finirons tous parano, des chercheurs espagnols de Tartologic Security, Miguel Tarrasco Acuna et Antonio Vázquez Blanco, ont découvert des commandes non documentées dans le microcontrôleur ESP32 fabriqué par l'entreprise chinoise Expressif. Ce composant, utilisé dans plus de 1 milliard d'appareils IoT à travers le monde, assure des connexions Wi-Fi et Bluetooth. Ces commandes non documentées pourraient permettre à des acteurs malveillants d'usurper l'identité du dispositif de confiance, accéder sans autorisation à des données sensibles, se propager à d'autres appareils sur le même réseau, établir une présence persistante sur les systèmes compromis. L'exploitation de ces vulnérabilités pourrait affecter des équipements critiques tels que des téléphones mobiles, des ordinateurs, des serrures intelligentes ou des dispositifs médicaux en contournant les contrôles d'audit de code. Bien entendu, des recommandations existent pour les utilisateurs et les fabricants. La première, c'est la mise à jour du firmware. La deuxième, c'est des audits de sécurité et enfin une surveillance du réseau. Cette étude démontre une fois de plus qu'il est essentiel de ne pas se baser sur des décisions de coût uniquement et que la souveraineté numérique et électronique repose également sur une production nationale. On apprend via un article de Cisco Talos qu'ils ont identifié des activités malveillantes menées par un acteur inconnu, ciblant principalement des organisations au Japon depuis janvier 2025. Le vecteur d'attaque initial, les attaquants exploitent la vulnérabilité CVE 2024-4577, une faille d'exécution de code à distance dans l'implémentation du PHP CGI sous Windows, pour obtenir un accès initial aux machines cibles. Les techniques post-compromission sont qu'après avoir compromis une machine, ça va leur permettre aux attaquants d'utiliser des outils tels que Juicy Potato, Rotten Potato ou Sweet Potato pour obtenir des privilèges système. Ils déstabilisent ensuite une persistance en modifiant les clés du registre, en ajoutant des tâches planifiées et en créant des services malveillants à l'aide de plugins du type Cobalt Strike, notamment Taiwu. Alors, les techniques de furtivité utilisées pour masquer leurs activités et pour permettre aux attaquants d'effacer les journaux d'événements en utilisant des commandes type WithUtil, supprimant ainsi les traces de leurs actions dans les journaux de sécurité, système et applications de Windows. C'est assez incroyable, c'est bien fait, c'est très mature. Il faut savoir que le travail qu'a fait Talos, les équipes de Talos, c'est vraiment impressionnant. Et puis, arrive la phase de reconnaissance et le mouvement latéral. L'attaquant effectue une reconnaissance réseau en utilisant des outils comme fscan.exe et sitebuild.exe pour identifier des cibles potentielles par des mouvements latéraux. Il tente également d'abuser des objets de stratégie de groupe en utilisant sharp-gpoabuse.exe pour exécuter des scripts PowerShell malveillants sur le réseau. Et enfin, bien entendu, c'est le dernier étage de la fusée, le vol d'informations et d'identification. L'attaquant va exécuter des commandes Mimikatz pour extraire et exfiltrer des mots de passe et des hashes NTLM de la mémoire des machines compromises. Alors les recommandations sont assez basiques. Appliquez les correctifs, mettez à jour les systèmes pour corriger la vulnérabilité de la CVE 2024-4577, surveillez les activités suspectes, implémenter une surveillance accrue pour détecter des comportements anormaux, restreindre les privilèges, limiter les privilèges des comptes pour réduire l'impact potentiel en cas de compromission, et surtout, c'est la formation, sensibiliser les employés aux techniques d'hameçonnage et autres vecteurs d'attaque courants qui vont être associés à ce type d'attaque. Ces mesures peuvent aider à atténuer les risques associés à ces attaques persistantes ciblant des organisations au Japon. C'était pour toi, Patrick. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du dimanche 9 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, je suis là pour vous. Ne soyez pas timide. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor au 07 68 72 20 09 ou laissez-moi un mail à l'adresse radiocessort@gmail.com. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode et une nouvelle semaine. Au revoir.